ceux qui ne sont pas au courant, là, nous n'avons pas bonne presse à l'international. Les Québécois, c'est les méchants dans l'histoire. Au Canada, là, quand il est question des relations Canada-Québec, ça a toujours été, puis c'est encore comme ça. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Il y a quelques semaines, j'ai reçu André Pratt. Et le hasard a fait que dans les heures qui ont suivi l'enregistrement de l'épisode, pas la sortie de l'épisode, mais l'enregistrement, il y a un sondage qui est sorti sur la faveur des jeunes au mouvement indépendantiste. On apprenait alors que 56% des 18 à 34 ans seraient en faveur de l'indépendance du Québec. Et là, Nick Payne, bonjour. Bonjour, Rémi. Je t'ai invité il y a quelques jours. Et là, aujourd'hui même, alors qu'on enregistre, le Parti québécois célèbre sa victoire dans Arthabasca. Donc là, je commence à me demander s'il n'y a pas quelque chose dans l'air. Puis, ça sent la coupe? Les astres. Non, mais tu sais, est-ce que les astres s'alignent en fonction des invités? Et là, tu sais, je me dis que je suis quand même pas tout seul sur la Terre et que Dieu n'a pas juste de moi à s'occuper. Donc, on va faire comme si c'était un hasard. Là, Restons humbles. Ouais. Restons humbles. Comment ça va? Ça va bien. Toi, merci de me recevoir. Ce chic salon. Oui, on est bien installé. C'est plutôt toi, habituellement, qui pose les questions. C'est vrai. Plus souvent que le contraire. Ce qui dit quelque chose sur ta valeur et ta maturité, Rémi, parce que comme je suis l'homme senior de nous deux, c'est moi, néanmoins, qui te pose des questions. Écoute, là, je vais te renvoyer la maturité et la valeur, parce que c'est moi qui vais te poser ces questions-là. Je voulais qu'on parle, Nick, d'un sujet qui est central dans ta pensée, puis je te sais assez modeste pour refuser l'idée même que tu as une pensée. Non, je l'accepte. OK, tu l'acceptes? Oui. C'est récent. Parce que Louis Bernard me l'a dit un jour, puis à partir de ce moment-là, j'ai accepté que j'avais une pensée propre. Il avait raison. Louis Bernard, cet ancien candidat à la chefferie du PQ, mais aussi haut fonctionnaire. J'en parle juste pour ceux qui ne sauraient pas de qui je parle. Oui. Il avait raison, Louis Bernard, parce que tu as martelé pendant des années l'idée que l'insuccès du Parti québécois, le fait que le parti était menacé constamment de disparition, ça s'expliquait en bonne partie par le fait qu'il n'assumait pas l'article 1 de son programme. Et tu as été... parfois tout seul dans le désert, puis à te demander, j'imagine, si tu n'étais pas dans le tort. Et là, on a un Parti québécois qui est pressenti pour l'emporter en 2026, alors même qu'il parle, en tout cas, plus d'indépendance qu'il ne le faisait, en tout cas, au début des années 2000. Est-ce que le Parti québécois doit son succès au fait qu'il parle d'indépendance constamment? Non, parce que dans ces élections-là, celle-ci dans Arthabasca, mais les précédentes aussi, à ma connaissance, ils n'en parlent pas tant que ça. On nous ressort souvent cette phrase classique, écoute, cette fois-ci, c'est pas la question de l'urne. Là. Les gens veulent un bon député, ils veulent s'occuper des problèmes dans leur comté, il y a un vent de changement qui souffle sur le Québec. Alors, je dirais pas que il obtient du succès en ce moment parce qu'il est plus... volontaire sur la question de l'indépendance. Puis je précise que ma critique à l'époque ne revenait pas à dire finalement le PQ devrait en parler plus pour être plus populaire. Je pensais que le PQ pâtissait du fait qu'il n'était pas clair sur sa question par voie de conséquences un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire qu'il démobilisait sa base, il laissait ressortir le clivage gauche-droite, ce clivage-là, il le laissait prendre le dessus sur la question nationale. Et là, il tombait un peu entre les craques du plancher. Le Parti québécois était le parti de gauche, était le parti de droite. Québec solidaire prospérait là-dessus. Ça permettait aussi à Québec solidaire de se dire souverainiste à très peu de frais. L'étiquette indépendantiste devenait
une étiquette dont les critères d'adhésion étaient extrêmement bas. Il suffisait de le dire de temps en temps, c'est ça. Alors, QS est encore là-dedans aujourd'hui, d'ailleurs, avec les résultats à l'avenant aussi, il faut le dire. Donc, je n'ai jamais dit, moi, qu'il fallait porter la cause indépendantiste haut et fort pour avoir du succès parce que les Québécois veulent en entendre parler. C'est pas ce que je dis. Je sais que c'est un sujet de fond. C'est pas un sujet qui est dans les conversations quotidiennes. C'est pas un sujet qui empêche les gens de dormir la nuit. Effectivement, c'est le portefeuille. C'est d'autres questions. Même les questions dans la guerre culturelle. Là. Est-ce qu'un homme peut être une femme peut être un homme? Tout ça, ça préoccupe les gens au quotidien davantage. La laïcité, mais l'économie, j'y reviens. L'indépendance, c'est une autre histoire. Alors, tout ce que je disais, c'est qu'en n'assumant pas son objectif prétendument fondateur et fondamental, le Parti québécois entrait dans une sorte de crise d'identité. Par ailleurs, quand tu es un parti qui se dit indépendantiste, ou pour être un parti qui se dit conservateur ou écologiste, puis que tu n'assumes pas cette position-là, quelle qu'elle soit, par exemple, si le Parti vert disait aux gens, votez pour nous, puis on fera des politiques vertes dans un deuxième mandat, hein, ou là, c'est pas la question de l'urne, on en parlera plus tard, bien, à un moment donné, l'électeur se dit, qu'est-ce que c'est que ces gens qui transigent sur ce qui est supposé être... C'est ce que j'avais compris, en fait, de ta critique à l'époque, puis d'une critique qui revient souvent. D'ailleurs, t'es peut-être le seul qui ne se réjouit pas totalement du changement dans le discours. C'est-à-dire que pour moi, c'est satisfaisant. J'ai l'impression qu'on en parle sans dire toujours, on en parle très souvent. Parce que désormais, on assume l'engagement référendaire. Il n'y a pas juste ça. Je veux dire, honnêtement, toutes les occasions sont bonnes pour Paul Saint-Pierre Plamondon de transformer une critique de quelque chose qui ne marche pas comme à la manière d'un indépendantiste. C'est-à-dire, il dit, si on faisait l'indépendance, on réglerait ce problème-là. Il ne passe pas à côté de cet outil-là. Il le fait, puis il le fait. Et après, tu sais, j'ai grandi à une époque où on n'en parlait tellement pas. Moi, je veux dire, je savais pas qu'André Boisclair était souverainiste. Je savais même pas que Pauline Marois l'était tant que ça. Tu sais, puis bon, je suis un peu dans la provocation, mais... Donc, pour moi, ça, c'est très satisfaisant, mais toi, tu n'es pas encore tout à fait satisfait. Bien, c'est-à-dire que j'essaie de garder un peu de recul puis de regarder la trame sur le temps plus long. Alors oui, Saint-Pierre Plamondon, puis il faut le dire, il faut le lui reconnaître, c'est depuis Parizeau, finalement, c'est le premier qui reprend un véritable discours indépendantiste cohérent à tel point qu'il peut se mettre en difficulté, pas en chicane, mais enfin en rupture à certaines occasions avec le Bloc québécois, qui est un parti de système. C'est ça. Alors, il assume jusque-là. C'est quand même pas anodin, il faut le dire. Cependant, le vice de fond, je pense, reste, et ces temps-ci, c'est une réflexion, je suis un peu rendu là dans ma réflexion, c'est la stratégie référendaire qui pose problème à maints égards. Alors, on a voulu faire ce débat-là avec moi pendant plusieurs années autrefois. À l'époque, je trouvais qu'on n'avait pas besoin d'aller jusque-là parce que je pensais qu'un référendum était facilement... Enfin, non. Disons qu'un référendum était gagnable et qu'il fallait d'abord essayer de s'arranger pour que les péquistes assument leur position. Puis qu'on verrait ensuite sur les modalités. Là, on est un peu plus rendu là, je trouve. Peut-être que je fais erreur. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais dû être plus ouvert à Robert Laplante et aux autres qui disaient le référendum, c'est un problème. Là, il faut faire l'indépendance autrement. Ouais, rappelons que Robert Laplante, en 2004, a publié un texte sur une autre façon, je pense que c'est 2004, dans l'Action nationale, sur une autre façon d'arriver... à l'émancipation du peuple québécois qui passait par une étape ponctuée de gestes de rupture. Il appelait ça des gestes de rupture. C'était peut-être pas, du point de vue de la mise en marché politique, la meilleure terminologie, mais ce que disait Laplante, c'est qu'il faut arrêter, je pense, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est que le fait de disjoindre l'exercice du pouvoir du moment fondateur ou du point de départ de la démarche indépendantiste qui est le référendum, bien, permet perpétuellement, entraîne toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire que déjà, le message que l'électeur reçoit, c'est votez pour nous, pour un bon gouvernement, là, puis pour faire les réformes, et puis ne vous inquiétez pas, l'indépendance, on va vous demander votre avis avant de la faire, puis vous pourrez toujours nous dire non à la rigueur. C'est quand même un problème, ça, qui s'inscrit dans la durée, je dirais. En tout cas, au fond, derrière ça, il y a un problème, je pense.
Et de la même façon que de l'autre côté du miroir, les gens qui s'impliquent au Parti québécois se sentent désormais à l'aise d'être d'abord social-démocrates, sociodémocrates, de gauche, attachés à vouloir remplacer le gouvernement en place. Il y a quelques années, c'était les libéraux, maintenant c'est la CAQ. Et à dire eux aussi à leurs électeurs, comme l'a fait Alex Boissonnault dans la campagne récente, ne vous inquiétez pas, on parlera de ça plus tard. Pour le moment, c'est pas la question de l'urne. Je sais, vos préoccupations sont telle chose. Écoute, là, mais en même temps, c'est un parti... Mais attends, laisse-moi juste une seconde. Vas-y. On parle d'un parti indépendantiste. C'est pas un petit détail, c'est un élément de programme important. Ouais. Je m'étonne quand même d'entendre des indépendantistes dire que c'est pas la question de l'urne ou qu'il faut pas parler de ça dans une élection. Ma foi, c'est votre projet fondamental et c'est pas comme changer la couleur de la margarine, là. C'est quelque chose d'important. Et je constate, puis je termine, pardon, je sais, de toute façon, que finalement, en rétrospective, à la plupart des échéances électorales depuis 1974, quand le Parti québécois a adopté la démarche référendaire, les péquistes disent la question de l'urne, c'est pas le référendum, c'est le bon gouvernement ou c'est le bon député dans le cadre d'une élection partielle. Parfois, oui, il y en a qui sont un peu plus souverainistes que d'autres et qui osent davantage aller là. Mais tout ça crée une petite musique, une ambiance qui, je pense, moi, dessert cette cause-là. C'est-à-dire que ça entretient dans l'esprit de l'électeur l'idée que l'indépendance, c'est un idéal lointain, sans doute souhaitable dans certaines conditions, mais que c'est pas quand on vote pour le PQ, c'est pas pour ça qu'on vote d'abord et avant tout. Il y a un problème, là, à mon point de vue. Tu me diras si je me trompe, mais moi, je sais qu'il y a des indépendantistes. Certains sont à Ottawa, d'autres ont été à Québec. Et eux, ils faisaient vraiment un effort que l'on sentait. On sentait la sueur de l'effort à les voir aller pour ne pas en parler. Là, c'est pas ce que je remarque chez cette génération-là, chez l'équipe du nouveau chef du Parti québécois, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là, des fois, c'est juste, on est dans une partielle, c'est pas la question de l'urne. On nous demande d'en parler. On refuse pas d'en parler, mais on refuse de dire qu'effectivement, quand on fait le porte-à-porte, on en fait la priorité. Et dans les faits, c'est pas la question de l'urne. Moi, je vais te questionner sur Es-tu trop sévère? C'est-à-dire, est-ce que je suis jusqu'au boutiste ou radical? Radical, tu m'entendras jamais dire ça. Par contre, puis jusqu'au boutiste, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, je comprends le mot, mais là, je te dirais plutôt, est-ce que t'es capable quand même de voir clair? C'est toi qui as martelé ça pendant des années. Là, peut-être ça ne s'applique pas. Écoute, je propose une analyse. J'essaie de rester fidèle à mon processus mental tout en prenant acte de ce qui se déroule devant moi, là. Mm-hmm. C'est plate vieillir ou être plus vieux, mais ça me permet dans notre cas, nous deux, de me souvenir d'avoir un souvenir très fidèle des discussions que j'avais avec des gens du Parti québécois, des partisans du Parti québécois. Il y a 10, 12 ans, 15 ans, c'était on me disait la même chose. Non, mais on en parle, puis on a un plan, puis c'est dans notre article 1, ce qui n'était pas tout à fait exact d'ailleurs. Mais tu t'es trop sévère avec nous, tu vas voir, ça va se passer parce qu'on sait où on s'en va avec ça. Puis le problème de fond demeure, à mon point de vue, c'est que ce parti-là est toujours dans cette tension entre son aile bon gouvernementiste et celle plus indépendantiste qui, ma foi, est plutôt minoritaire, où il se retrouve davantage dans la base militante. Puis je ne vois pas... J'aimerais tellement te dire que j'ai l'impression que ce problème-là est réglé parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, désormais, assume nettement plus que ses prédécesseurs récents. Mais plus le temps passe... Il y a eu Catherine Gentilcorps aussi dans l'élection partielle précédente qui a dit, vous savez, le référendum, on ne va pas aller faire un truc suicide, on va prendre le temps d'y penser. Mais ça, pour moi, ça, c'était pas pareil que... Ça ressemblait plus à du Blanchet, hein, qui, pendant la campagne, a dit... Yves-François Blanchet, chef du Bloc, qui a dit, vous savez, il n'y en aura pas d'indépendance pour les 2-3 prochaines années, fait que nous, on n'en parle pas. Ouais. Ça, pour moi, je mettrais ça dans la même catégorie de Catherine Gentilcorps, qui, pendant sa campagne dans Terrebonne, dit, écoutez, là, sur cette question-là, ne nous posons pas cette question-là.
je mettrais pas... Ça, c'est une catégorie, puis dans l'autre catégorie, je mettrais un Boissonneau qui dit, écoutez, là, je suis dans une partielle, oui, il va y avoir un référendum, on s'est engagé à le faire, pas simplement mon nom, jamais reculé. Il n'a même pas dit ça, hein? Lorsque talonné dans le débat, il y aura-t-il, allez-vous faire un référendum? Il a dit, il va y avoir une discussion là-dessus. Il faut peser faut bien peser ces mots-là. Pour moi, c'est un peu pas mal de la même mot. Et ça ne dit rien des convictions. Hein? Moi, je ne suis pas dans les tests de pureté, les accusations là, de purisme et puis les purs et durs. Je rejette ça catégoriquement. Je m'en fous, moi. Si c'est Manon Massé ou Philippe Couillard qui décide de faire l'indépendance, je vais être derrière eux. Tu comprends? Ça, je crois. Un pragmatique XYZ qui, après avoir tenté de réformer le fédéralisme, constate qu'il vaut mieux. Bon, j'ai pas de problème avec ça, vraiment. Mais je vois que le Parti québécois reste encore, malgré tout, pris dans ce sillon-là dont il est extrêmement difficile de sortir. Je le répète, c'est un parti indépendantiste. Il devrait être normal pour l'électeur là, de se dire « Attends, là, je suis en train de voter pour des gens qui vont aller faire ça. » Puis c'est pas si clair que ça. D'ailleurs, il y a des sondages récents qui montrent que 80% des électeurs péquistes voteraient pour le oui, 20% ne savent pas ou voteraient pour le non. Peut-être même voteraient pour le non, il faudrait vérifier. C'est une proportion importante quand même. On s'est beaucoup moqué de Québec solidaire, hein, qui a maintenant désormais une minorité de ses électeurs qui sont souverainistes. On a un petit peu le même problème au Parti québécois. Donc, concernant cette hésitation qu'ont certains indépendantistes à Ottawa et à Québec à parler d'indépendance en attendant qu'on se rapproche d'un échéancier référendaire... Mais moi, je veux pas qu'on en parle sans arrêt. Juste que ce soit un engagement clair. Mais que lorsqu'ils sont interpellés sur cette question-là, il n'y a pas d'hésitation. Oui. Bon. Alors, concernant cette hésitation-là... C'est vrai que c'est difficile. Là, moi aussi, avoir été candidat dans une partielle d'un parti qui dit vouloir faire un référendum, c'est plus fort que toi, tu vas être élu. T'as tendance... L'occasion est trop belle. T'as juste à dire, ça, c'est le référendum, on verra plus tard. Tandis que si c'était inscrit dans la démarche, et ça nous permet de boucler la boucle avec Robert Laplante disait, il faut, dès qu'on prend le pouvoir, commencer... Parizeau disait à détricoter, à larguer les amarres. C'est ça? Mais je t'annonce que la boucle n'est pas bouclée parce qu'on va parler beaucoup de ça. On va boucler en masse. La boucle qu'on va boucler, c'est peut-être, s'il y a une telle chose qu'une boucle, c'est cette hésitation dont tu parles. Est-ce que ça se pourrait qu'elle soit l'expression d'autre chose? C'est-à-dire qu'elle ne soit pas l'expression d'un doute de certains candidats, députés, mais qu'à l'intérieur du Parti québécois, là, il y a véritablement des discussions sur le moyen d'accession à la souveraineté et que le référendum, que Paul Saint-Pierre Plamondon promettait de tenir dans un premier mandat, eh bien, depuis quelques mois, là, on n'est plus sûr que c'est exactement ça qu'on devrait faire. Et que dans ce contexte-là, l'hésitation que tu te permets de juger, c'est tout simplement le fait que là, on ne peut plus prendre cet engagement-là publiquement. Absolument rien ne me permet de croire ça. Je n'ai pas d'informations. Par contre, il y a un parallèle à faire. En temps normal, on n'en aurait pas d'informations, par contre. C'est ça aussi. Hein. Moi, ce que j'ai constaté au fil des années, depuis le milieu des années 2000, c'est que les tenants d'une nouvelle façon... Disons-le, dans le fond, ils veulent un peu congédier le référendum inaugural, hein? Ce qui poserait de sérieux problèmes là aussi de politique pratique. Là. Comment on va expliquer aux gens qu'autrefois, on faisait un référendum, finalement, on considère que c'est plus nécessaire. C'est compliqué. Ça, c'est vrai. Mais ces gens-là ont été, ils vont être fâchés, mais je vais essayer de ne pas employer des mots pas gentils, mais ils ont été instrumentalisés par les attentistes du PQ, qui leur ont fait croire que, pardon, aux péquistes, là, il y en avait des attentistes, là, j'espère que j'apprends rien à personne, qui préféraient de beaucoup gouverner puis reporter l'indépendance à plus tard. Donc, ces gens-là leur ont dit, oui, si on n'est pas clair sur le référendum, au fond, c'est parce qu'il y a un autre plan. Et ils ont beaucoup rameuté cette mouvance anti-référendiste avec des propos comme celui-là. Et plusieurs veulent y croire. Et lorsqu'ils ne croient pas nécessairement à ça, en tout cas, ils se disent « Moi, j'aime mieux voter pour un péquiste qui n'est pas clair sur le référendum. Comme ça me donne encore une petite chance de faire passer, de fourguer ma marchandise et de les convaincre de poser des fameux gestes de rupture. » Pauline Marois et les autres avaient un peu édulcoré ça, puis ils avaient appelé ça des gestes de souveraineté, puis là, c'était devenu la gouvernance souverainiste, puis de fil en aiguille, c'était devenu rien. C'était devenu, on met des souverainistes au pouvoir pour gouverner la province. Bref, ça voulait rien dire.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, le PQ envisage un véritable changement d'approche à ce niveau-là? Je ne croirais pas, là. Il est encore c'est vraiment très, très... on y croit fermement là, dans le mouvement indépendantiste au référendum. Parizeau, lui, on avait dû le gagner à cette cause-là. Hein, à l'origine, il s'était rallié, mais à la toute fin de sa vie, vers 2014, il fait un discours dans lequel il rappelle que l'indépendance, ça peut aussi se faire par un vote de l'Assemblée nationale, ou en tout cas passer par là. Ben, c'est la raison pour laquelle je te pose un peu la question. Puis bon, tu n'as pas d'informations privilégiées qui te permettent d'avancer cette hypothèse-là. Mais moi, et ça d'ailleurs, je trouve que c'est tellement représentatif de notre incapacité à vivre le politique comme une société normale. Ces questions-là qu'on se pose, on se les pose à moins de 2 ans d'une élection. On se les pose donc à moins de 5 ans du prochain référendum. On s'est posé même après. Hein, non, mais je veux dire, normalement, cette discussion-là... Il faut se préparer. Oui, puis en plus, on l'a en public, cette discussion-là. Donc, tout ça note un grand succès intellectuel de cette question-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense qu'on a le droit de parler de ça. Puis la fameuse stratégie. Non, mais on discute stratégie. On ne va pas prendre le Canada par surprise, là. Il faut arrêter de... Hein, tu parlais d'André Pratt, qui s'émeut là, de ce que les jeunes redeviennent souverainistes. C'est étonnant d'ailleurs, ce phénomène-là. Là. Il y a du TikTok là-dessous. Là. Moi, j'en ai perdu des bouts. Mais comment vont réagir les fédéralistes? Est-ce que ceux qu'on appelle fédéralistes, qui, je crois, devraient plutôt se nommer canadianistes, là, ou... ce qui définit notre rapport au Canada, c'est pas le fédéralisme, c'est la domination, en fait, à mon point de vue. Mais là, les couteaux s'aiguisent. Ben oui. Puis ça, c'est pas la stratégie des souverainistes qui va changer grand-chose à ça, là, non plus. Mais revenons donc sur le référendum, parce que sans révéler le détail d'une conversation qu'on a eue autour d'une bonne bière, tu sais, quand je t'ai invité officiellement au balado, tu sais. Ben, tu t'en souviens, c'est déjà ça, on n'a pas trop bu. Oui, non, c'est correct. Je dis les couteaux, c'est une métaphore, hein, je tout précise. à fait. Oui, bien sûr. Tout est une métaphore de toute façon ici. Non, mais... Au Québec. Le Québec est une métaphore, c'est vrai. Il n'y a pas question de couteau puis de fusil. Non. Mais bref, on parlait, puis tu as commencé à me parler du référendum. Puis là, je t'ai dit, hey, tu gardes ça pour le balado, parce que à ma connaissance, c'était pas je pense que c'est moi qui ai dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, j'ai dit oui, on va garder ça pour le balado. Je ne veux pas te donner mes arguments comme ça. Tu pourras moins bien me répondre. En tout cas, là, je veux t'entendre là-dessus parce que tu sembles douter. Donc, de l'idée qu'on se fait, une idée très classique, très même romantique d'accession à la souveraineté. Rappelons aux gens là, que l'idée, c'est quoi? C'est de prendre le pouvoir, de faire un référendum sur la souveraineté. Et là, au lendemain du référendum, en 80, il était en 2 étapes. Là, on envoyait des dignitaires du Québec à Ottawa négocier et là, revenir avec un mandat, un plan. Et là, le plan était soumis à un deuxième référendum. 95, c'était pas exactement ça, mais il y avait quand même l'idée d'une négociation par la suite. Lucien Bouchard était désigné comme le négociateur du Québec. Ça, c'est comme ça qu'on a toujours imaginé, là, sur le plan politique, l'accession à la souveraineté, au moins, en tout cas, au 20e siècle. Et là, moi, j'entends de toutes parts des gens dire « ça marchera pas ». Ça marchera pas, ça. Ça, c'est annoncé au Canada, la stratégie. Ils se préparent de toute façon depuis des années. Ils ont les moyens de payer des fonctionnaires pour réfléchir à ces questions-là. Pour frauder, pour mentir, là. Hein, faut pas, la raison d'État, ils connaissent ça au Canada. Nous, au Québec, on connaît rien là-dedans. On est très, donc, très candide. Comment pourrait-on alors procéder? Oui, je précise d'abord que moi, je propose une analyse. Je ne milite pas pour tel ou tel changement. Je trouve que ça devrait se faire dans le mouvement. En tout cas, je ne suis pas rendu là. Puis je ne veux pas non plus être un éteignoir, puis dire on s'en va à l'abattoir aux souverainistes. Mais non, croyez en votre projet, puis advienne que pourra. Si un référendum, c'est de notoriété publique, je suis indépendantiste, je vais être dans le camp du oui, tu sais. Mais je fais les constats que je t'énonçais tout à l'heure. Je dirais que il y a sans doute des pistes de solutions dans ce que dit Robert Laplante, ne serait-ce que parce que ça nous permet de concevoir que l'indépendance, c'est un processus, là. Il va falloir aller... En fait, c'est pas de sortir le Québec du Canada, hein, c'est de sortir le Canada du Québec. Il va falloir, comme je reviens là-dessus, détricoter ça, défaire ça, convaincre le fédéral de sortir, hein, de se retirer de nos affaires. Alors, est-ce qu'une politique allant dans ce sens-là est possible? J'imagine que oui. C'est difficile à dire, là. Laplante prétend que oui. D'autres aussi sont meilleurs que moi là-dedans, d'ailleurs. Là, ils ont réfléchi à ça plus longuement que moi. Il reste un écueil
je reste toujours sur la plante un instant, la plante dit, quand l'indépendance sera relativement effective, donc, quand elle sera réalisée à toute fin pratique, bien là, on fera un référendum pour la faire entériner. Hein, là, certains disent le référendum portera sur une constitution ou que sais-je. Il faut rappeler une chose là, importante, c'est que les référendums, c'est documenté. Plus on exerce le pouvoir longtemps avant de faire son référendum, plus on le perd. Les référendums sont gagnants généralement dans les débuts de mandat de gouvernement. Alors, puis rappelons juste par titre d'exemple, qu'en 80, 4 ans après l'élection du Parti québécois en novembre 76, c'est 60-40 en faveur du non. En 95, on est 1 an après l'arrivée de Jacques Parizeau, puis là, on connaît les résultats, c'est beaucoup plus serré. Exact, oui, juste ça nous le démontre, mais semble-t-il qu'il y a des précédents ailleurs aussi qui font la même démonstration. C'est probablement pour ça que Louis Bernard, dont je parlais tout à l'heure, lui disait... faut qu'on dise aux électeurs que si ils votent pour nous, on fait le référendum en arrivant, là, puis c'est ça. Si vous voulez pas ça, votez pas pour nous. C'était une tentative d'essayer de briser ce problème-là de la disjonction entre l'exercice du pouvoir et le référendum. Alors, c'est une autre façon de voir les choses. Ensuite, il y a un autre problème. Je continue dans mon analyse. Désolé si j'ai pas des solutions plus concrètes, mais il faut savoir, il faut quand même arriver là, dans la réalité de comprendre que le Québec n'est pas une nation seule et unique sur son territoire. Là. Il y a ici un clivage identitaire important, je trouve, et on parlait de la candeur des indépendantistes et même des Québécois tout court tout à l'heure. On est dans le monde des licornes là-dessus. Là. Quiconque vit au Québec est québécois, donc on fait un référendum, puis ça va bien aller, puis tout le monde va voter. Normalement, les nations ont la politique de leurs intérêts, puis sont conscientes d'elles-mêmes et des rapports de force auxquelles elles font face. Dans le cas du Québec, nous sommes en présence d'une partie de la population canadienne-anglaise qui vit chez nous sur notre territoire et qui attire à elle une certaine part de l'immigration également. Il y a quelque chose d'inadapté à notre situation dans le fait de dire on va consulter tout le monde parce qu'on est de grands démocrates et puis on va faire gagner le oui avec ça. Ce processus-là exige ceux qu'on appelle pudiquement les francophones, mais qui sont en fait les Québécois d'ascendance culturelle canadienne-française. On exige d'eux de voter pour le oui à des scores très importants. Il faut, la prochaine fois, il faudra qu'ils votent oui à, je ne sais pas, 65-70 %. Ouais. C'est beaucoup demandé à des gens qui sont en même temps encore attachés au Canada. Le Canada, après tout, c'est le pays de nos ancêtres. Là. C'est 5 % de plus qu'en 95. Si les chiffres de Parizeau étaient bons le soir de son discours. Il y avait 62 ou 3 %. Il avait dit qu'à 60 % on a voté oui. Je me rappelle qu'il a dit ça. Puis là, je pense que dans les faits, c'était 62, disons. Bon. Mais disons que c'est 60. Et là, ça prendrait peut-être 5-6 % de plus. Oui, c'est ça. On se met, tu sais, on se donne, on dirait qu'on n'y croit pas. On dirait qu'on se donne. Je comprends que, on dirait qu'on se met nous-mêmes des barrières. Je comprends, là, je l'entends d'ici. Certains vont dire, ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Faut être démocrate. On peut pas faire voter juste une partie des gens, puis pas là. Alors, peut-être que le référendum, c'était pas l'idée du siècle de ce point de vue-là. Peut-être qu'on peut, quand le Parti québécois des origines disait « Votez pour nous, puis on va réaliser l'indépendance », il n'y a personne qui hurlait là, en disant « Mais c'est un scandale, c'est un affront à la démocratie ». Tout le monde comprenait que c'est ça l'État qu'on a, on est dans telle situation démographique, puis on va le faire nous-mêmes comme ça, puis ça déplaira sans doute à une partie de la population. Mais non, on a aimé mieux se construire une espèce de petit Canada à l'envers, où tout à coup, nous devenons le dominant, puis le dominé anglophone n'a qu'à se sentir québécois comme tout le monde, puis fin de la discussion. Ça marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas de proposition claire dans ce que tu fais, puis c'est pas grave, parce que tu l'as dit en partant. Moi, je veux dire, j'ai une critique à formuler, mais je ne suis pas stratège, je ne suis pas conseiller politique non plus, mais tu évoques la fameuse stratégie de Robert Laplante, que tu te permets aussi Il fait des propositions de ce que lui appelle des gestes de rupture pour construire tranquillement la souveraineté du Québec. Il espère par ailleurs qu'avec ça, il va survenir une sorte de conflit de légitimité à partir duquel, la possibilité peut-être de référendum gagnant ou de convaincre davantage de Québécois d'être du côté de l'indépendance survient. Je ne veux pas mal l'interpréter. Non, mais tu me diras si tu es d'accord avec moi sur les réserves qu'on peut avoir à propos de cette façon-là de procéder. Premièrement, le fameux référendum qui survient à la fin d'une série de gestes de rupture. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si les gestes de rupture ont été posés,
et que le référendum est perdant. Ben là, tu viens de réformer le Canada. Mais certains te diront, non, mais est-ce que tu recules sur les gestes qui ont été posés? Que de rester la province en perpétuel déclin, qui n'est pas capable d'obtenir de pouvoir. Hein? Non, mais la question du référendum, c'est est-ce que vous êtes en accord avec ce qui a été fait ou c'est est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? C'est quoi la question qu'on pose aux Québécois à ce moment-là? Oui, si je comprends bien, c'est pour avaliser l'état de fait. Donc, c'est pour dire, êtes-vous d'accord avec ce qui a été fait? Donc, si la réponse c'est non, on doit défaire ce qui a été fait? Comme si on comptait sur le fait que les gens voudront pas revenir en arrière une fois qu'ils auront goûté à davantage d'autonomie. Hein? Non, mais c'est la théorie des petits bouchers. Non, mais c'est une vraie question. Puis si j'ai pas de proposition précise, c'est parce que je suis rendu là dans ma réflexion. Je suis pas complètement sûr d'y croire moi-même à la possibilité de réaliser l'indépendance par morceaux comme veut le faire la plante. Mais ce que je constate, c'est que le référendum mur à mur à la grandeur du Québec qui nous permet comment dire, on a comme dramatisé, je trouve, et rendu très, très... oui, on a dramatisé, on a conféré, c'est ça, une aura de difficulté à la réalisation de l'indépendance avec cette histoire de référendum. Peut-être qu'on pourrait simplement entreprendre la chose sans s'enfarger là-dedans, mais il est vrai en même temps que avoir un vote majoritaire dans sa poche, c'est sans doute utile. Si tu veux essayer d'obtenir quelque chose, notamment en termes de reconnaissance internationale, quoique là-dessus, on dit que, bof, regarde les Catalans. Hein, bon, après, les Catalans, ça s'est déroulé oui, dans... tout croche, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a des États qui ont déclaré leur souveraineté il y a 40 ans, puis il ne s'est rien passé. Hein. Mais l'ennui que je vois, même si je suis assez d'accord avec toi sur l'idée que le référendum est peut-être devenu un piège, c'est que ça... Moi, je pense que ça demeure quand même le meilleur outil dans la mesure où l'idée de grignoter du pouvoir et ensuite de dire « Ah, vous avez vu, on vous a fait manger le plat au complet, mais par petites bouchées, hein, c'était pas comme prendre ça au complet d'un coup. » Ça, premièrement, ça n'empêche pas le fait qu'à un moment donné, la société, à force d'être interpellée sur ces enjeux-là, elle en soit tannée. C'est-à-dire que peut-être qu'elle veut se poser cette question-là une fois, puis elle veut pas qu'on la prenne pour un imbécile non plus. Il y a ça. Dans ce débat-là, il y a eu pendant des années des gens qui disaient « Oui, en fait, on va faire l'indépendance, mais tu comprends, les gens s'en apercevront pas vraiment. » Là, on rentre dans un foutoir. Il faut que ce soit clair que si on vote pour toi, tu réalises l'indépendance, ou en tout cas, tu cherches à le faire. Ça, tu te souviens de Jean-Martin Hossan, Option nationale, dont j'ai co-signé le programme fondateur. C'était son idée, lui, à l'origine. Hein? Il disait, on va faire loi, impôt, traité. Puis, ben, au fond, c'est l'indépendance. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut rester clair sur le nom de la chose, c'est-à-dire que c'est l'indépendance nationale. Alors, est-ce qu'un référendum peut être utile, peut servir? Est-il le seul moyen? Peut-être. Mais alors, il faut trouver un moyen d'arrêter de se débarrasser de l'indépendance sur le dos du référendum, comme le font encore aujourd'hui les péquistes. Ils le font. Ils l'ont fait dans les dernières élections partielles parce que c'est trop facile de le faire. Il y a une autre question qui s'impose, je pense, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense que c'est un des grands tabous au Québec quand on parle d'indépendance, du Parti québécois, de référendum. Et pourtant, 1980, le soir de la défaite, on est un 20 mai. René Lévesque dit quoi? Il dit toutes sortes de choses, mais il dit notamment que les méthodes du camp adverse ont été immorales. Il dit ça le 20 mai, immoral. 15 ans plus tard, Jacques Parizeau dit on a perdu à cause de quoi, au fond? L'argent et des votes ethniques. Il dit l'argent. Ce qui revient à la morale. Ce qui revient à la morale. Ce qui revient à, finalement, si on fait une synthèse des deux discours, de l'autre côté, ils ont joué sale. Est-ce que tu penses que les souverainistes ont fait cet apprentissage-là? Est-ce que tu penses que lors de la prochaine campagne référendaire, s'il y en a une, ils vont être prêts à jouer chien? Je ne crois pas. On aime se draper dans l'aura de la vertu et de la morale. Puis par ailleurs, moi, je ne suis pas en train de recommander aux souverainistes d'être immoraux,
déjà de prendre acte du fait que nos adversaires le seront toujours, ce serait une bonne chose de fait. Je parlais de la raison d'État tout à l'heure. Les peuples, la démocratie, c'est pour beaucoup un processus interne. Là. Quand tu es dans le rapport avec l'autre peuple, c'est les rapports de force, justement, qui jouent, puis c'est d'autres éléments. Il faut arrêter d'être candide là-dessus. Alors, est-ce que il faudra que les souverainistes fraudent et mentent eux aussi à pleine porte, j'en sais rien. Mais déjà, de prendre conscience de ça, ce serait une bonne chose. Mais ça recoupe un peu mon idée du référendum naïf et candide sur l'ensemble du territoire québécois. Est-ce qu'on ferait... Tu sais, autrefois, certains disaient au Canada, l'indépendance du Québec, il faut faire un référendum dans l'ensemble du Canada là-dessus. Oui. Puis là, on faisait, comment osez-vous? Mais c'est un peu ce qu'on fait quand on demande au West Island si on peut faire notre souveraineté aussi. Là. Alors, je reviens là-dessus, on est candide là-dessus. Il y a un nœud, là. Il y a quelque chose à... Mais tu penses au minimum ça, sur quoi il faut réfléchir. Est-ce que tu penses vraiment que... Parce que tu l'as toi-même dit tantôt, ça... On dit que c'est... On trouve ça important, le réflexe démocratique, puis de dire qu'on est dans des pratiques démocratiques. Mais j'en suis, hein? Non, mais je sais, c'est ça, je te cite, mais on pourrait pas, là. Je veux dire, ça passerait juste pas, là, sur la scène internationale, de dire, hey, le référendum, ça va être les francophones qui votent, puis les immigrants, c'est que ça fait comme 3 ans qu'ils sont ici, mettons. Non, je pense que la scène internationale, elle s'en fout un peu. Pas grand-chose à faire du Québec, puis de ces petites affaires. Évidemment, tout le monde irait sur des tribunes pour nous traiter de racistes et tout, mais ça, c'est déjà le cas. Hein, il faut le dire, là. Ceux qui ne sont pas au courant, là, nous n'avons pas bonne presse à l'international. Les Québécois, c'est les méchants dans l'histoire. Au Canada, là, quand il est question des relations au Canada-Québec, ça a toujours été, puis c'est encore comme ça. Alors, on n'a pas beaucoup à perdre là. Non, je pense que l'avenue d'un référendum dans lequel il y a seulement une partie du monde qui voterait est un peu viciée d'emblée. Là. Ça ne se justifie pas. Quoique, il se fait des référendums où on dit, là, ceux qui sont sur le territoire depuis moins que 25 ans, par exemple... ne peuvent pas voter. Il y a toutes sortes de moyens qu'on peut prendre. Ça existe, ça. Oui. Mais c'est pour ça que peut-être que la voie... Je reviens à Parizeau. Il disait, ça peut être électoral. Ça peut être un vote de l'Assemblée nationale. On a été élus, on a le pouvoir, c'est dans notre programme. On le fait. Ensuite, est-ce qu'on est capable de le rendre la chose effective? Ça, c'est autre chose, mais c'est pas garanti avec un référendum non plus, là. Alors, il faut être conscient de tout ça. Mais tu sais, je te pose la question sur la capacité des Québécois ou enfin des souverainistes à jouer chien. Parce que je me rappelle, moi, du film documentaire de Denis Arcand, Le confort et l'indifférence, où Trudeau était directement, sans aucune subtilité, associé à la figure de Machiavel, du prince de Machiavel. On voyait des extraits de Camille Sanson, des discours à l'emporte-pièce où il faisait des raccourcis intellectuels. Ben oui, vous allez perdre vos pensions. Jean Chrétien qui était là-dedans. Ben oui. Ça marche. C'est-à-dire que ce populisme-là, il fonctionne. Puis, est-ce que tu penses que du côté souverainiste, on se dit souvent, nous autres, on jouera pas de même parce que nous autres, on est propre. Nous autres, on gagne avec le revers au tennis. On gagne pas avec un smash. Nous autres, on a... puis on fait un amorti au filet, puis on se retourne avant même que la balle ait atterri, parce qu'on est... Mais puis ça... On a 49,4 ou 6, puis on est content. Mais peut-être que si les indépendantistes croyaient davantage en eux, on pourrait éviter d'avoir à... Comment dire? Tu sais, on parle souvent de l'indépendance comme étant l'inconnu, la prise de risque, et le maintien dans le Canada comme étant la sécurité. Il y aurait tout à fait place à un discours qui dirait exactement le contraire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon vole un petit peu, d'ailleurs, et je le salue. Il a parlé de ce Canada qui travaille à nous faire disparaître de façon systématique. Alors là, évidemment, les commentateurs patentés, officiels, des salons capitonnés, feutrés, se sont énervés en disant « Oh, il va faire peur au monde avec ça, c'est de la chicane. » Ça marche. Non seulement ça marche, mais dans ce cas-ci, c'est vrai. Factuellement, objectivement, le Canada, c'est à ce jour le mouroir des Canadiens français, puis même au Québec, là, nous reculons démographiquement ici aussi. Alors, ça se tient, ce discours-là, mais pour ça, il va falloir qu'on arrête
de s'excuser tout le temps, puis de faire des mamours à telle communauté culturelle comme si elle nous l'avait demandé, ce qui n'est pas le cas. Ce que les nouveaux arrivants entendent de nous, c'est qu'on se tienne debout puis qu'on soit inspirant. C'est pas qu'on leur dise « Oh mon Dieu, t'arrives de l'Inde, ben reste indien, je t'en supplie, comme ça tu vas être le Québécois du futur. » Là, ça marche pas, ça. Ils veulent voir des gens qui se tiennent debout. Alors, je pense que oui, on manque de muscles et d'allant. En général, dans notre discours, la présence de Québec solidaire n'aide pas là-dessus, il faut le dire. Mais même au Parti québécois, il y a cette crainte là, de ne pas être politiquement correct ou de prendre des gens un peu à rebrousse-poil. Mais il faut le dire là, que le chef là-dessus va plus loin que plusieurs là, depuis longtemps. René Lévesque parlait de noyade démographique quand même. Mais depuis ce temps-là, on s'était un petit peu réfugié dans l'idée qu'on se ferait aimer. Puis René Lévesque, avec tout le respect que je lui dois, ça lui arrivait d'être populiste. Là. Ça lui arrivait d'utiliser des formules, là, puis des formules très imagées, puis d'anticiper le pire, puis de nous faire croire... Dans les deux sens aussi. Il disait le Canada, c'est pas le goulag, hein? Il avait dit ça. Oui, puis ce type de rhétorique-là qui nous sort d'une posture très bureaucrate, très comptable, qui de toute façon tanne tout le monde au fil du temps, moi, je pense que c'est là que le PQ doit en tout cas, chercher à aller pouvoir la défendre et la reproduire via des figures fortes de ça, des gens qui sont capables de nous faire vivre des émotions, finalement, parce que tu parlais tantôt de peur, tu me dis c'est vrai, mais que ce soit vrai ou pas, on sait ce que ça veut dire. Est-ce que c'est précisément ça qui va nous arriver? Non, mais il touche à un univers mental qui est trop souvent mis de côté. C'est rafraîchissant. Les gens se lient derrière ça. Donc, ça, c'est une avenue que les fédéraux ont toujours utilisée. On parlait des chèques de pension, mais la division. La catastrophe économique. La catastrophe économique. La fin d'une belle grande histoire. Là, on dit, mais quelles sont les preuves de cette belle grande histoire, de cette fraternité heureuse? Il n'y en a pas. Ils n'ont pas besoin d'en donner parce que la formule est suffisante là-dedans. Je veux qu'on parle de droite, de gauche. C'est aussi un défi qui attend le Parti québécois puis les indépendantistes. J'entends beaucoup de gens dire le PQ, l'indépendance, OK, mais c'est un parti de gauche. Ça va être le Cuba du Nord. La droite de Québec, pour ne pas la nommer, même si l'étiquette est beaucoup trop... En fait, moi je l'utilise, l'étiquette... Pas juste à Québec. Hein, oui, c'est ça. Puis, je l'utilise en acceptant d'abord avec moi-même là, que ça ne définit pas tout Québec, puis que ça désigne pas juste des gens de Québec non plus. Non. Puis c'est la formule... On va quand même en convenir, je pense, là, qui est la moins irrespectueuse de toutes celles que j'ai pu entendre. Je veux dire, moi, j'embarque pas dans l'idée des Elvis Gratton, puis je vais pas là. Décoloniser les pirates, qui s'appellent pirates eux-mêmes. Là, mais... oui ou non, mais ça, c'est ça, justement. Droite pirate, c'est eux qui s'appellent comme ça, puis la droite, il y a beaucoup de ces acteurs qui sont à Québec. Donc, la droite de Québec, je vois pas de problème avec ça. Mais oui, il y a cette droite-là qui dit ça, puis il y a aussi des gens, qui sont bien à Montréal ou bien en dehors de la région de Québec, puis qui disent non, mais c'est vrai, là, c'est un fait, là, ça a toujours été un parti très à gauche, programme très à gauche. Comment le PQ peut-il composer avec ça? Faut-il donner quelques petites victoires à la droite économique? Je parle bien de droite économique. Écoute, il y a plein de questions dans ta question. Je pense qu'il y a des constats à faire des deux côtés du miroir là-dessus. Chez les péquistes, chez aussi ceux qui critiquent. Le Parti québécois est assurément, et son chef l'incarne aujourd'hui, un parti, d'ailleurs, c'est ce qui explique la chute de Québec solidaire en partie. C'est un parti une espèce de gauche mise à jour, renouvelée, qui a pris quand même acte des préoccupations de la population sur des questions comme celle de l'immigration, des finances publiques et tout ça. Mais donc, ça reste une gauche. Et c'est un problème. C'est d'autant plus un problème si tu n'es pas clair sur ton référendum. Je l'établissais d'entrée de discussion. Là, les autres clivages reprennent rapidement le dessus. Alors, moi, ma proposition là-dessus, j'en ai une plus claire, je pense, ce serait que le Parti québécois ait un programme. D'abord, que ce soit clair que le référendum, si on en reste un référendum, soit tenu très, très tôt dans le mandat et que dans l'intervalle, un programme minceur, minimum, quelques grands éléments simples, ciblés, des problèmes urgents à régler, le cas de l'immigration, mais aussi des dépenses publiques. Bon,
et d'autres. Donc, quelque chose de concis qui ne permet pas, ou le moins possible, de loger ce gouvernement-là. D'abord, d'y voir un gouvernement qui va s'établir dans la durée, puis de le loger quelque part à gauche ou à droite. On est loin de ça quand même en ce moment. Maintenant, on n'empêchera jamais ceux on appelle ça la droite, mais c'est tellement large. Tu as les libertariens, tu as des conservateurs, bref, c'est tous ceux que la gauche ne veut pas, là, ou qui ne veulent pas être à gauche. Là. Ceux qui disent que le Parti québécois est trop à gauche. Il faut quand même qu'ils fassent leur examen de conscience aussi, dans la mesure où, parfois, ils ressemblent aux gens de Québec solidaire. C'est-à-dire que, pour eux, l'indépendance, ils ne confèrent pas de valeur intrinsèque à cette notion-là. Si bien que, pour eux, c'est tout de suite le clivage gauche-droite qui est l'élément qui va déterminer leur choix. Et ça, c'est très québécois. C'est-à-dire qu'ici, on est un peu dans Men in Black sur la question de l'indépendance. On a comme effacé cette partie-là de notre conscience collective. Là, l'indépendance nationale, là, c'est une notion un peu... on a beaucoup de difficultés à lui donner la valeur qu'elle a partout ailleurs dans le monde. Ici, il faut automatiquement que ça soit associé à un programme de gouvernance. C'est d'ailleurs un des résultats de la politique péquiste. Mais je sais pas, moi, et bloquiste aussi. Là. Je parle beaucoup avec certaines personnes qui représentent cette droite-là, puis c'est pas exactement ça qu'ils me disent. Ils me disent, nous autres, on n'est pas contre le projet, mais on aimerait ça que si ce projet-là nous soit offert, on ait l'impression que qu'on obtient quelque chose là-dedans. Ben, en fait... Mais ça dit bien que pour eux, obtenir l'indépendance... C'est quelque chose qu'ils n'obtiennent pas dans le Canada non plus. Mais ils se disent, je vois pas pourquoi on ferait l'indépendance si c'est pour me donner encore moins de chances de l'avoir ou autant de chances de l'avoir. Même autant de chances. Non, mais je veux juste avoir l'impression que ça va être possible. Et je peux les comprendre d'une certaine façon parce qu'ils regardent les dernières années puis ils ont juste vu le Québec être le plus dépensier de toutes les provinces au Canada. Il y a vu des gouvernements dits de droite finir par être des gouvernements dits de gauche. Je veux dire, c'est François Legault aujourd'hui là, qui a augmenté la fonction publique, qui a augmenté la dette. C'est le comptable. C'est le comptable de la gang, là. C'est ça. Donc, non, mais c'est pas... Puis au-delà de la question de il va nous les falloir, ces gens-là, pour former un clan souverainiste fort. Donc, il va falloir les amadouer et faire des compromis. Au-delà de cette question-là, moi, je pense qu'à la base, il n'y a pas tant de conditions à leur adhésion. Ils disent juste, nous, on est associés, puis on est capable de vivre dans une province... Ça dépend de qui on parle. C'est parce qu'il y a divers degrés là-dedans. Ouais. Évidemment, j'essaie de des gens sérieux là, qui ont la une nuance tribune. À beaucoup de monde en même temps. Mm-hmm. Mais je faisais juste le constat que par devers la gauche et la droite, il y a un problème au Québec avec la valeur même de l'idée de l'indépendance qui fait que, pour plusieurs, ça passe toujours en deuxième, puis le PQ sera toujours trop à gauche ou trop à droite pour eux, qu'ils soient à QS ou au parti d'Éric Duhem, par exemple. Maintenant, c'est vrai que, là, on revient à la première partie de ma réponse, c'est vrai que le PQ ne fait pas ses devoirs là-dessus. Là. Il est effectivement très campé à gauche, puis pour eux, puis je pense qu'on peut le dire, il est à gauche du centre, là, dans le spectre québécois, disons. Après, est-ce qu'il gouvernera autant à gauche? Probablement pas, comme c'est toujours le cas aux yeux de plusieurs. En tout cas, tu vois, bref, c'est un problème, cette histoire-là. Des fois, c'est plus à gauche que ce qui est prévu aussi. Hein, c'est vrai. Alors, donc, non, il ne fait pas ses devoirs là-dessus, il ne donne pas les gages nécessaires là-dessus. Mais encore une fois, ce qui exacerbe ça, c'est le fait que l'indépendance est toujours reléguée au référendum. Puis, à partir du moment où on transige un peu sur la question du référendum, ben là, on se retrouve avec ce problème-là qui nous saute en pleine face. Peut-être que des gens dont tu parles, s'ils avaient là, dans le visage là, le choix à faire, s'il était clair que le vote porte là-dessus et non pas sur des politiques gouvernementales, ben peut-être qu'il serait davantage déjà porté à dire, bon, on verra après. Puis normalement, il devrait pouvoir se dire qu'un État plus petit, c'est plus facile à revirer de bord, comme on dit, et ils auraient envie de tenter le coup. Tu sais. Mais tu sais, c'est un reproche que cette droite-là, ou en tout cas que certains porte-parole de cette droite-là adressent souvent au mouvement souverainiste, c'est que ces porte-paroles au mouvement sont très, très, très engagés dans une façon intellectuelle de penser la question de l'indépendance. Alors que la question, pour 90% de la population, elle est politique. Elle est économique.
Ouais, mais... Ouais. Mais c'est les deux. Non, oui, je comprends. L'identité est un frein dans tout ça. Là. Je comprends, mais tu sais, des gens, Nick, puis moi, je suis un indépendantiste depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais quand je parle de ça avec du monde, dans des bars, dans des restaurants, dans des soirées de famille, les gens qui me disent, moi, je suis souverainiste, là, parce que c'est tout. C'est plutôt rare, en fait. Les gens demandent, en fait, une transaction. Ils demandent qu'est-ce que ça va nous apporter. Oui. Puis j'ai l'impression que la droite... Ça relève de ce dont je parlais. Non, mais je comprends, mais tu sais, on peut pas regarder, puis je dis pas que c'est ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a des gens qui regardent de haut certains porte-parole de cette droite-là en disant que comme QS, ils veulent une transaction. Mais oui, mais tout le monde... Ils veulent mettre des conditions. Hein? Ben c'est ça, une transaction. Donc, tu me donnes ça, je te donne ça. Mais c'est ça pour à peu près tout le monde. C'est à part ceux qui ont intellectualisé cette question-là. Mais comment veux-tu plaire en même temps? Dont je fais partie, moi, je suis un puriste. Moi, je vais voter pour un Québec souverain communiste. OK? Puis après, je vais me battre contre les communistes. Mais comment veux-tu plaire aux woke et aux libertariens en même temps? C'était ma prochaine question. C'est virtuellement impossible. Donc, il faut... Moi, la seule solution que je vois, c'est de revaloriser la valeur même de l'indépendance nationale. Pour ça, il faut valoriser la nation. Et de là découlera l'ambition d'être indépendant chez tout ce monde-là, puis toi puis moi aussi. Je ne vois pas de meilleure solution que ça. Et par ailleurs, ça m'apparaît l'évidence. Je pense qu'il y a vraiment une lacune là au Québec. On a de la difficulté à croire en nous, puis en ce qu'on mérite, ce destin-là, nous aussi, comme n'importe quelle nation de notre envergure. Je n'ai pas dit qu'on était parfait. Hein? C'est vraiment pas mon cas. Moi, je ne suis pas un nationaliste qui chante les louanges de son pays comme le meilleur du monde. Pas du tout. J'ai plein de griefs à l'endroit du Québec puis de son modèle. Seulement, c'est ma culture, c'est mon identité. Tu sais, ta culture puis ton identité, c'est pas ce que t'aimes, c'est ce que tu es. Et je suis québécois, donc j'aspire à ça comme Québécois. J'aimerais que davantage de gens aient cette aspiration-là. Puis je pense que ça passe par la valorisation, la prise de conscience du fait qu'on en est une nation. Quand je disais que l'élément identitaire est un frein, c'est que ça, c'est une chose que les souverainistes peinent à comprendre beaucoup, je trouve. Ils sont toujours très fâchés quand les Québécois sont moins fervents qu'eux. C'est pas parce qu'ils sont à plat ventre, qu'ils s'aiment pas. C'est parce que les Québécois, on porte encore en eux l'identité canadienne. Je parle des Canadiens français, là. C'est long, c'est difficile de se détacher de ça. Il faut faire la jonction. Il faut que les lecteurs comprennent que ce Québec indépendant-là, c'est ça la continuité du Canada qu'on a fondé et non pas le fait de rester dans le Canada. Ah ouais, puis Jean Boutillette lui a écrit un livre en 1972 qui s'appelait Le Canadien français et son double, exactement sur cette question-là. C'est vieux comme le monde. On c'est n'a rien l'idée inventé. que dans l'identité devenue québécoise, qui était à l'époque encore pour quelque temps canadienne-française, il y a le Canada. Donc, ça devient l'identité compliqué. québécoise est un échec. Hein? Je ne sais pas si on a le temps de parler de ça, mais c'est un autre élément de... On va le prendre, le temps d'en parler. C'est un projet avorté. C'est-à-dire qu'on a voulu se faire une identité nationale qui serait l'identité de référence sur tout le territoire québécois. Alors, on a décidé de s'appeler Québécois. Puis qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Bien, finalement, on est des Québécois francophones au lieu d'être des Canadiens français. Puis c'est toujours pas tout le monde au Québec qui est québécois autrement que de code postal. Alors, on a comme connu une régression dans notre statut identitaire, au fond. On était toujours bien Canadien-français. On était à 1 degré de l'identité ultime canadienne. Maintenant, on est un sous-groupe linguistique d'une identité provinciale. Mais c'est une catastrophe. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que la création de l'identité, de la nationalité québécoise devait s'accompagner de la réalisation de l'indépendance. À partir du moment où elle n'est pas faite, tout ça s'écroule. Et on est dans cette espèce d'univers flou, de gloubi-boulga identitaire dans lequel nos politiciens souverainistes essaient de faire semblant que tout le monde au Québec est québécois. Je boucle la boucle avec ce que je disais au début, alors que c'est pas le cas du tout. Puis ça nous amène aussi à pas nous aimer. Pourquoi? Parce que j'entends, ça doit arriver beaucoup, souvent des souverainistes me dire « Ben les Québécois, c'est des incapables. Ils ont voté non en 95. » Mais non, justement, si on se fait croire que tout le monde est québécois, oui, là, mais dans les faits, le Québécois d'ascendance culturelle canadienne-française, je parle pas des gènes ici, puis de la couleur de la peau, puis de rien de tout ça, pas du tout. Il y a des Bazos, des Curzy, des Diouf qui sont plus québécois que moi, peut-être même. Au moins autant, en tout cas. Je m'appelle Payne, là. Bon, disons Villemur.
Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc cette identité-là est un échec. Oui, ce que j'allais dire, c'est que tout ce monde-là a voté pour le oui à 60 quelques % là, en 95. Ça, c'est un accomplissement, puis ça ne mérite pas qu'on s'aime pas, puis qu'on dise on est des incapables, puis on ne sait pas où est notre intérêt. Quand on dit ça, c'est parce que le nous est confus. Un mot sur la gauche aussi, parce que c'est bien beau parler de la droite, Tu me fais parler des woke? Ben, écoute, entre autres, là, ayons l'honnêteté, toi et moi, de ne pas dire que tous les gens de gauche sont des woke, mais disons que de discuter de la gauche aujourd'hui, en 2025, au Québec, sans parler de la question du wokisme, ça serait une discussion qui passerait à côté de, je pense, une de ses composantes importantes. Toi, t'y crois-tu à Québec solidaire quand ils disent, il y en a certains d'entre eux, là, nous, on embarque peu importe. Tu sais, peu importe comment le... Parce que Ruba Gazal a dit ça. J'ai jamais entendu ça. Ruba Gazal a dit ça. Ruba Gazal, bon, je te l'apprends. Voudrais bien y croire. Ben écoute, j'aurais de la difficulté à t'en nommer une deuxième, par contre, représentante ou un deuxième représentant de QS qui est allé jusqu'à dire ça. Mais Ruba Gazal a dit plus d'une fois qu'elle voterait oui dans n'importe quel contexte. Ouais, c'est rare. Alors même que je la trouve toujours parmi les premières dans sa formation politique à critiquer toute forme de discussion autour de la question identitaire. Ben oui. Et là, soudainement, là, si la question référendaire se pointait, elle aurait suffisamment de capacité de gymnastique pour faire cette courbature-là, pour faire cette bassesse-là. Donc, ça, c'est un enjeu qui est très important aussi, d'allier la gauche. Tu disais tantôt, c'est peut-être même pas possible de faire tout ça en même temps. Oui. Y a-t-il un choix qui s'impose alors? Ben, pardon d'être redondant, mais je pense que si la question première de l'urne est véritablement celle... Non, mais la question, c'est quand il va y avoir un référendum, je te parle. Quand il va y avoir la campagne référendaire, puis qu'il va y avoir... Ah ouais, ben, faut que ça soit dans l'urne, il faut que ça soit avant le référendum, sinon tu n'arrives pas à te rendre jusque-là. Ou en tout cas, ils vont élire des députés de QS, puis après, ils voteront peut-être pour le oui, mais il faut que la question, ce soit, veux-tu que le Québec soit un pays ou non? Là, Attends, mais je te pose ma question plus simplement alors. Il y a pas que j'ai besoin d'être simple pour être compris, mais peut-être que j'ai peut-être pas assez... trop devenir à QS? C'est ça, ben oui. Hein. On rappelle que c'est ce que Ruba Gazal estime. Donc, si ça marche pas pour elle, c'est que la gauche est très intello, puis il faut simplifier. Oui, il faut revoir le lexique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a campagne référendaire, supposons. Ouais. Il y a des gens à QS, on se demande s'ils sont souverainistes. Bon, j'en nomme un, Haroun Boisy. Là, non, mais c'est ça, ils ne seront pas tous dans le camp du oui, parce que ça va être très facile de dire ce projet est... identitaire, nationaliste, ethno, je sais pas quoi. Mais tu sais, Haroun Boisy... Ils vont retirer leur bille. Peut-être qu'il y aura Ruba Gazal, par contre. Ben c'est ça. Donc, moi, ma question, c'est comment on fait donc le PQ a pris le pouvoir, il est majoritaire, il a déclenché son référendum, et là, il y a ces semaines-là d'effervescence au Québec où les gens se positionnent, où les gens essaient de faire d'allier toutes sortes d'associations, d'organismes. Comment on fait pour, à ce moment-là, séduire cette droite-là de Québec qui en a marre, mais vraiment, de toute forme de social-démocratie pesante, et comment on fait pour aussi aller chercher ces gens de gauche-là? Non, mais corrige-moi si je me trompe, mais tu me poses la même question que tout à l'heure. Je suis obligé de te répondre la même chose. Non, parce que tu me parlais d'élection avant, tu me parlais de la question de l'urne, mais moi je te disais, c'est passé l'élection, c'est passé la question de l'urne. La question, c'est la campagne référendaire. Au référendum. Ah oui, c'est ça que je te parle. Si jamais on en arrive là, c'est bien évident qu'il ne faut pas... Alors, et là, tu rentres dans le sujet QS aussi. En fait, tu y restes parce que Québec solidaire propose, là que je voulais aller. Dans son référendum, il y aurait une constitution, puis en fait, tout un bazar. Puis là, évidemment, tu perds tout le monde en chemin. Il faut que ce soit, veux-tu que le Québec soit un pays, oui ou non? Selon une transition qui va se dérouler comme ceci, quand même. Il faut définir un peu, il faut rassurer sur le fait qu'il y aura telle ou telle institution, que ce n'est pas un programme de gouvernance orienté, on ne veut pas créer un État socialiste ou un État libertarien non plus, là. Il faut que ce soit bien clair. Je pense que ça se ferait, Parizeau l'a fait. Il y avait une constitution provisoire très simple. Et puis, voilà, il faut pas si tu commences à ajouter des articles dans le catalogue, là, tu ajoutes des raisons de pas voter pour le oui. C'est évident. Surtout dans un contexte où l'indépendance elle-même est un peu dévaluée. Ça, c'est délicat parce que les Anglais ont cette belle expression qu'on n'a pas en français, malheureusement, le sweet spot. Là. Le sweet spot, c'est d'en dire... Pour pouvoir dire à ceux qui disent qu'on n'en dit pas assez, ben on sait positionner sur certains enjeux, mais aussi de ne pas
trop en dire pour ne pas se mettre à dos des gens qui verraient dans certains engagements la bonne raison de se retirer. Mais il ne devrait pas avoir ce risque-là, normalement. Parce que l'indépendance, c'est un statut juridique et constitutionnel. Ça n'est absolument pas le choix d'une orientation. Alors après, tu auras, comme dans tous les pays qui se respectent, là, une assemblée constituante ou je ne sais quoi, on va se faire une constitution, elle peut rester très simple. Alors, c'est vrai là-dessus que certains peuvent nous demander des gages, peuvent demander aux indépendantistes des gages qu'ils ne pourront pas donner. Là. Ils ne peuvent pas tout faire. Puis je pense que aux deux extrêmes, chez les woke exaltés, comme chez peut-être les libertariens les plus forcenés, qui sont parfois des canadianistes en embuscade, là, quand ils te disent « Moi, je ne veux pas faire l'indépendance avec vous parce que vous êtes trop à gauche », mais finalement, ils choisissent le statu quo canadien qui est 2 fois plus d'État, puis de dépenses, puis d'inefficacité. Il y a anguille sous roche quand même. Je pense à j'ai certains noms en tête en disant ça, mais ils sont peu nombreux. Je ne parle pas de l'ensemble de ce qu'on appelle la droite de Québec. Là. Alors, il y a des limites à ce que tu peux faire. Alors, ça me ramène toujours au même élément. Je pense qu'on est dans un endroit du monde tout à fait particulier où l'idée de l'indépendance, c'est d'évaluer. C'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, que l'étiquette indépendantiste a des critères si bas. On en a eu pendant tellement d'années, puis c'est encore un peu le cas au Parti québécois. Désolé de le dire. Les candidats des élections récentes, moi, me sont apparus. C'est mon analyse que je crois être objective, comme des gens qui sont motivés par le changement, par une certaine façon de gouverner. Je n'ai pas vu d'indépendantistes passionnés là-dedans à date. Je ne crois pas me tromper en disant ça, mais alors, si c'est vrai, c'est tout de même étonnant. Je m'en voudrais de t'avoir devant moi puis de ne pas te parler d'une discussion qu'on a souvent. C'est étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant, mais c'est incongru. C'est peut-être pas étonnant dans notre contexte. Oui. On parle souvent, toi puis moi, de l'état du discours public. On est chroniqueurs les deux. Fait pour nous, c'est un métier, mais on peut aussi se parler, se potiner un peu, de discuter des coulisses de ce métier-là. Puis, bon, moi, je suis un peu plus jeune que toi. Par contre, j'ai rencontré Gilles Proulx, j'ai discuté avec lui de ce métier-là. Il m'a parlé d'une époque qui est vraiment là, décidément révolue, où c'était peut-être plus facile d'avoir une personnalité forte, où c'était peut-être plus facile de dire des choses et de ne pas prendre un risque chaque fois. Après, lui, le nombre de plaintes qu'il a reçues au conseil de presse, bon. Est-ce que tu trouves ça compliqué, toi, composer dans le monde d'aujourd'hui à titre de chroniqueur, toi qui dois prendre la parole tous les jours, qui dois choisir les bons mots, chose que tu réussis à faire? Tu n'as pas l'impression que à chaque fois que tu sors de chez vous, tu vas peut-être revenir dans un état lamentable? Non, mais il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter d'avoir peur, il faut dire ce qu'on a à dire. C'est ce qu'il faisait Proulx à l'époque. Moi, il n'y a jamais un patron qui est venu... ou un donneur d'ouvrage, parce que je n'ai pas vraiment de patron, je suis pigiste, mais qui est venu me dire « ça, tu ne devrais pas parler de ça » ou « on n'a pas aimé que tu parles de ci parce que c'était trop audacieux ». Pas du tout. Je suis peut-être chanceux. Mais je pense qu'au contraire, on est dans une époque où on a toutes les tribunes, les canaux se multiplient. Il y a moyen de dire tout ce qu'on veut. Après, ce que ça va nous sortir du corridor central et qu'on va avoir un peu plus de difficulté à se trouver du travail, bien, encore une fois, il y aura des canaux alternatifs pour nous accueillir. Donc, je ne serais pas prêt à dire que oui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bien-pensance, de rectitude politique, il y a tous les lobbies possibles et imaginables au nom desquels on parle pour demander aux gens de se taire. Enfin, c'est souvent même pas les lobbies eux-mêmes qui le demandent, là. Mais je pense qu'il faut, je sais pas, j'ai pas envie de me plaindre puis de dire qu'on est dans une époque terrible à ce point de vue-là. J'aimerais qu'on ne soit pas dans cette espèce de culture de cancellation tout de même et d'injures et enfin, l'injure. Encore là, franchement, il faut pas être petit lapin pour rien. Là. Moi, ça me dérange pas de me faire insulter ou injurier. Je constate une chose, cependant. Il y a, dans plusieurs familles politiques, cette tendance à dire des choses qui choquent pour ensuite se victimiser parce qu'on se fait répondre vertement. Notamment chez une certaine gauche, parfois, non, j'irai pas plus loin, une certaine gauche qui, comme ça, fait ses choux gras là, d'étaler sa blessure narcissique sur la place publique. On m'a vilipendé parce que je suis
ceci ou cela, une femme ou un trans ou machin, ou je trouve qu'on ne devrait pas être dupe de ça. C'est une méthode, ça. C'est une façon de se donner de l'importance. C'est du chantage? Ouais, peut-être une forme de chantage. Hein? Laissez-moi parler. Oui, absolument, laissez-moi parler, sinon je vais vous taxer de phobie XYZ. En faisant ça, on crée des monstres. On crée des gens qui finissent par se croire le centre de l'univers. Puis qui... Moi, au contraire, j'ai besoin de me faire engueuler puis lancer des insultes. Et idéalement, des arguments contraires. Ça me permet de tester ma pensée puis d'être plus sûr ensuite de ce que je raconte. Mais tu sais, Nick, j'essayais pas de retirer de toi, de soutirer de toi une complainte ou quelque forme de... Ça n'aurait pas été possible. Non, ben c'est ça. Puis de toute façon, je suis pas de cette école-là non plus. Je trouve qu'il faut se botter le cul dans la vie, puis il faut accepter l'époque dans laquelle on vit. Puis ceux qui se trouvent des excuses constamment arrivent bon dernier ou en tout cas deuxième, mais pas premier. Mais par contre, tu viens de toucher à un point intéressant, c'est que l'époque a changé, il y a beaucoup de gens il y a l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, ce que j'ai appelé un chantage, souvent, ça l'emporte. C'est-à-dire que la personne qui dit écoute, tu m'as fait de la peine, elle s'attire les sympathies de la majorité. Puis si elle demande qu'on arrête, alors que ce qu'on était en train de faire, c'était simplement de rappeler une évidence, sans même aucune forme de malveillance. C'était une discussion politique, c'était un débat. Pourtant, on va devoir se taire. Ça, est-ce que ça ne rend pas le travail de chroniqueur plus compliqué? Je ne sais pas si ça rend le travail de chroniqueur plus compliqué. Es-tu authentique? Contre, je dirais que ça pèse. Ah, moi, complètement. Là, tu le sais, là, on se connaît, donc je raconte exactement la même affaire qu'en privé, mais ça pèse sur le débat, ça fausse le débat public et les orientations, même qui se choisissent au plus haut niveau. Ensuite, revenons au wokisme, cette idéologie-là, c'est ce que c'est une idéologie. C'est en partie une idéologie, en partie une forme de religiosité, quelque part, a pris une place démesurée, je trouve. Pourquoi? Par le chantage. Il y a des experts du chantage qui finissent par s'obtenir des tribunes parce qu'ils ont fait pitié avec leur statut de minorisé. Alors, c'est vrai que là-dessus, il y a un problème, puis un problème qui atomise aussi la société beaucoup, qui pulvérise. Là, tout le monde est dans sa petite identité puis sa petite case. C'est un peu fatigant, je dirais, parce qu'on peut plus... il y a comme plus on s'entend même plus sur les faits, souvent. Alors ça, oui, c'est un problème. Est-ce que ça complique la tâche de chroniqueur? Moi, je m'en plains pas. J'étais pas chroniqueur avant, là. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est tout ce que tu as connu maintenant. Ouais. Merci, Nick Payne. Un plaisir. Merci, Rémi. Puis écoute, je m'étais promis de ne pas te mettre mal à l'aise, mais je vais peut-être le faire. Nick, il faut que tu publies un livre. D'accord? Je t'en parle souvent. Et là, malheureusement pour toi, cet épisode-là va être vu, regardé, commenté. Et il y a des gens qui vont écrire dans les commentaires que ce livre-là, ils l'attendent eux autres aussi. Et là, va malheureusement s'imposer dans ton horaire quelque chose comme une routine, celle d'écrire, de rassembler des textes. Je suis désolé, mon ami, je te mets devant le fait accompli. Écoute, j'ai une excuse. Là, j'étais occupé à repeupler le Québec ces dernières années. Maintenant que j'ai fait ma part, je vais tâcher de... mettre mes idées dans un recueil. Elles sont écrites, hein? Il est écrit ce livre-là sur chez M. Zuckerberg et chez d'autres depuis plusieurs années. On va essayer de rassembler ça. Je vous donnerai bien l'adresse PayPal tout de suite, mais c'est pas fait encore. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, partagez, commentez, parlez-en à vos amis. Vous pouvez vous abonner également, nous soutenir dans ce projet-là. Il y a 2 façons de le faire. Si vous descendez dans la description, il y a un lien vers Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est une façon d'accéder aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Par contre, vous allez juste avoir la version audio de ce qu'on fait. Sinon, il y a YouTube. Vous descendez, vous voyez, là, vous allez voir le bouton « Rejoindre », « Se joindre ». Vous pesez là-dessus. C'est le même principe. Vous payez une somme modique sur une base mensuelle. Vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif. Merci beaucoup. À mardi prochain.